retrouve Jean-Luc Mélenchon pour un débat avec Marc-Philippe Daubresse, secrétaire général adjoint de l'UMP. Je vous propose de parler tous les deux d'abord de l'emploi et ensuite de la manière dont on peut créer de l'emploi tout en protégeant la protection sociale, enfin en garantissant aux Français la protection sociale. Monsieur Daubresse, l'emploi. Alors l'emploi, on voit bien qu'on sort d'une crise qui a été une météorite et qui a frappé la France, pas seulement la France, elle n'est pas née en France cette crise, elle est là depuis longtemps. Et on voit bien que les deux questions qui vont être dans la présidentielle, c'est la question du volume de travail et la question du coût du travail. Quand on regarde bien les choses et avec objectivité dans les statistiques européennes, les Français travaillent, enfin le salarié français travaille 2 heures de moins que le salarié allemand, je ne parle pas des Chinois. On voit bien que le volume de travail n'est pas suffisant et on voit bien que notre coût du travail est en gros un tiers plus important que l'Allemagne et encore plus important que la moyenne de l'Union européenne. Donc d'abord, si on veut créer de l'emploi, il faut qu'on ait un pays compétitif. Si on veut un pays compétitif, il faut créer de la richesse et il ne faut pas reprendre ces fables des 35 heures avec le partage comme si le travail était un gâteau. La richesse crée de l'emploi crée de la consommation recrée de la richesse. Et donc, il faut travailler sur cette question, le coût du travail, qu'on doit faire plus faible, et le volume de travail qui doit être plus important. Même Michel Rocard le dit que notre volume de travail est insuffisant. Jean-Luc Mélenchon vous répond là-dessus. Ah, c'est terrifiant, hein. Monsieur Daubresse est un homme intelligent et subtil, mais alors c'est le moulin, quoi. Vous répétez ce que on peut vous échanger avec quelqu'un il y a 10 ans, il y a 20 ans, c'est le même discours. On ne disait pas de ça il y a 10 ans. Baisser le coût du travail, travailler davantage pour gagner moins, voilà. Bon, non. Tout ce que vous dites, pardon, je ne partage rien. Vous êtes travaillé moins, finalement, pour faire quoi? Attendez. Pour faire du chômage et pour bloquer les salaires. Mais bien sûr, vous avez raison, c'est ça mon programme. Bon, alors maintenant, on va être un peu sérieux 2 secondes. Oui. Vous avez donné votre point de vue, je donne le mien. Voilà. Je crois que vous vous trompez d'abord sur le fait que la crise ait été un météorite. C'est faux. Elle continue. Et hélas, pour nous tous, hein, vous n'y êtes pour rien là, elle va s'aggraver. Pourquoi? Parce que les États-Unis d'Amérique ont inondé le monde avec de la monnaie bidon. De milliard en milliard, on en est à la 3e injection massive, sans que l'on voit la production redémarrer dans la première économie de notre zone, que sont les États-Unis d'Amérique. Donc, ça ne va pas s'améliorer. Deuxièmement, ça redémarre aux États-Unis. Attendez, pardon? Ça redémarre aux États-Unis. Non, mais pas ce que vous croyez. Ce qui redémarre aux États-Unis, ce sont les services et ce n'est pas la production et l'échange productif. Oui, mais les services créent de l'emploi aussi. Oui, oui, bien sûr, ils créent aussi de l'emploi, mais c'est pas ça qui va restabiliser le système. Il faut qu'à un moment donné, la production de richesses réelles corresponde à la masse de monnaie qu'on a mis en circulation. Monsieur Daubresse, je ne vous souhaite ni à vous ni à moi d'avoir à gouverner un pays le jour où se produirait l'incident qui conduirait à la vérification de ce que vaut ce papier dollar qui inonde le monde. Les Chinois, eux, essayent progressivement de transformer leur dollar en autre chose. Ils achètent tout ce qu'ils trouvent. Bien. Donc cette crise n'est pas météoritique. Deuxièmement, il n'est pas vrai que la source de nos problèmes soit le fait que le travail en France coûterait trop cher. Ce n'est pas vrai. Les Français travaillent... Pardon, monsieur Daubresse, vous avez donné vos chiffres, je donne les miens. Les Français travaillent plus que les Allemands et le travail productif, la productivité des Français est la plus élevée du monde. Là, vous répétez ce que vous avez entendu depuis des années parce que vous additionnez des choux et des carottes. Non, non, mais c'est-à-dire des gens qui travaillent à temps partiel, des professions libérales, des agriculteurs avec des salariés. Moi, je vous parle du temps de travail du salarié allemand et du salarié français. Je vous dis que les salariés français européennes, Eurostat. Non, mais moi je vous parle de celles d'Eurostat aussi. Alors écoutez, on ne doit pas lire les mêmes. C'est pas croyable. Pourtant, on va au même endroit chercher nos chiffres. Je vous dis que pour une production 100, ce que coûte un travailleur allemand est 38, ce que coûte un travailleur français, c'est 35. Donc, arrêtez de dire, premièrement. Et deuxièmement, quand bien même il y aurait une différence. Pourquoi le travailleur français coûterait-il trop cher? Non, mais enfin, vous racontez, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Vous avez déjà vu ce que... Vous savez bien, vous êtes élu du Nord. Vous avez vu quelle est la condition ouvrière aujourd'hui? Vous avez l'impression qu'on se goberge? Bon, non, je ne dis pas que c'est le salarié qui coûte trop cher. Je dis que c'est le travail qui coûte trop cher en France. Et quelque part,
on peut trouver d'autres solutions et on peut redistribuer du pouvoir d'achat. Vous allez à l'endroit où j'ai prévu que vous alliez. On peut redistribuer du pouvoir d'achat aux salariés. Dans la pensée, j'ai pas eu le temps de terminer ma proposition. Attendez, parce que vous avez parlé plus longtemps. Alors, Marc-Philippe Daubresse, et ensuite vous répondez. J'explique les choses. Vous pouvez parfaitement trouver le moyen que le coût du travail soit moins cher en France et que ça profite aux salariés. Voyez-vous, vous parlez de ma belle région du Nord. Dans ma belle région du Nord, il y a une grande école qui s'appelle l'EDEC. C'est une sorte je suis allé récemment. Bon, voilà. Dans cette EDEC, elle a fait une étude que peu de gens ont regardée, qui concerne la TVA, non pas pour qu'on redonne de l'argent aux entreprises, mais pour qu'on redistribue de l'argent aux salariés, pour qu'on ne fasse pas financer la totalité de la protection sociale, ça coûte cher. Voilà. C'est pour ça qu'il y a des charges sur les salariés. Bon, c'est pas le salarié qui coûte cher en lui-même, c'est pas son salaire, ce qui coûte cher, c'est les charges qui pèsent sur les salariés. Et donc, si on peut essayer de faire autrement, c'est-à-dire faire que le financement de la protection sociale ne soit pas uniquement sur les salariés qui travaillent dans les entreprises, on peut peut-être trouver des solutions. Eh bien voilà où nous sommes radicalement en désaccord. Voilà, car vous considérez... pas. Le coût du travail, Monsieur Daubresse, c'est un ensemble de paramètres. C'est pas seulement la paye. C'est tout ce qu'il faut faire pour que le travailleur, quel que soit son niveau, ingénieur, aussi bien que manœuvre, pour qu'il soit éduqué, pour qu'il soit soigné, pour qu'il soit indemnisé. Toutes ces choses ne sont pas à côté du travail. Ça participe de la réalité même du travail. De la même manière que quand vous achetez une matière première. Tout ça. Mais bien sûr, il faut le faire financer par la production elle-même. Si vous comptez étaler le coût de la protection sociale par l'impôt indirect et la TVA, vous faites payer par ceux à qui la TVA coûte le plus, c'est-à-dire les petits salaires, le financement de la santé, de la protection du chômage des travailleurs. Si vous augmentez la fiche de paye du salarié à la fin. C'est là où ma petite étude de l'EDEC est intéressante. Oui, je vais vous donner un bon exemple de l'impossibilité de ce que vous dites. Vous avez, vous et votre gouvernement, fait cadeau de 5 milliards à l'hôtellerie-restauration. Pouvez-vous me garantir, Monsieur Daubresse, qu'à cette heure, les 5 milliards en question, qui représentent 10 fois toutes les soi-disant économies que vous avez fait environ des fonctionnaires, 10 fois. Pouvez-vous me certifier qu'elles sont revenues dans les poches des travailleurs de ces entreprises? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Pour partie, on a baissé les prix et surtout... Baissé les prix, Monsieur Daubresse? Oui. Et surtout, on a sauvé des emplois qui auraient été condamnés à mort sinon, bien sûr. Je n'en crois pas un mot. Écoutez, je pense que la répartition... Allez dans tous les restaurants ou chez tous les cafetiers... Moi, je vais vous dire une chose. Le travailleur n'est pas un appendice de la machine. C'est un être humain qui doit être soigné, éduqué, doit avoir du temps libre le plus possible, et il doit donc avoir sa part de la richesse. Cette part de la richesse entre le capital et le travail a vu 10 points passer du travail au capital. Il y a donc une marge qui représente aux alentours de 195 milliards qui ont été captés par les uns au détriment des autres. Eh bien, il y a dans ces 195 milliards toute la marge dont nous avons besoin pour financer la protection sociale. Vous pensez que tout ce capital que vous allez prendre subitement va rester et qu'il va continuer à investir en France et qu'il va continuer à créer des emplois. En effet. Mais vous êtes vraiment resté à l'époque du 19e siècle. Ah non, monsieur, c'est vous qui êtes resté au 19e siècle. Vous êtes dans le marxisme pur et dur, là. Écoutez, le marxisme pur et dur, vous ne l'avez pas encore essayé. On a essayé vos fadaises pendant 30 ans. Si, on les a essayés. On les a essayés en URSS, on a vu ce que ça donnait, ou un petit peu en Chine. Mais attendez, écoutez, monsieur Daubresse, est-ce qu'il y a 25 ans, lorsque ces 10 points de richesse étaient encore dans les poches du travail, c'était en France le communisme et l'URSS. Bien sûr que non. Moi, je vous parle du fait qu'au cours de 25 ans, en 25 ans, on a pris 10 points de la richesse qui ont passé du travail au capital. Est-ce que pour autant notre pouvoir d'achat a baissé? Pardon ? Est-ce que pour autant le pouvoir d'achat des Français a baissé au cours des 10 dernières années? Vous avez l'impression qu'il a augmenté? Oui, il a augmenté, toutes les statistiques le montrent. Eh bien, ça n'est pas mon avis et ça n'est pas le vécu des gens. Parce que ce qui se passe c'est pourtant la vérité. Non, monsieur. Parce que ce qui se passe, c'est que c'est répandu à travers toute la société. De l'ingénieur à l'ouvrier, une catégorie maudite qui s'appelle le précariat. Le nombre de gens qui, quelle que soit leur qualification, ont des emplois à temps partiel, ont été repeints en auto-entrepreneurs. Qu'est-ce qui a créé tout ça au départ? Qu'est-ce qui a fait les emplois jeunes, par exemple? Mais les emplois jeunes, c'était fabuleux. Oui, c'était le précariat dans toute sa splendeur. Non, monsieur, le précariat, c'est ce que, par exemple, vous avez lance des contrats à durée déterminée, et après, je dis débrouille. Et c'est le gouvernement d'après qui, comme d'habitude, est obligé de réparer vos bêtises. C'est pas du tout ça qui s'est passé. Mais si, c'est ça qui s'est passé. Nous avons donné à des jeunes... Non, mais le précariat, c'est pas ça. Vous n'avez pas l'air d'être au courant. Allez voir les intermittents du spectacle. Nous, on propose de faire du contrat à durée indéterminée pour l'ensemble des salariés. Ah,
Tout le monde vous écoute, monsieur Daubresse. Oui, donc, avec plus de flexibilité, le contrat à durée déterminée. Ça s'appelle la flex-sécurité. Oui, plus de flexibilité sur les contrats et plus de sécurité. Allez, montrez d'abord la sécurité. Attendez, il faut les deux, il faut les équilibres. Qu'est-ce que c'est que la flexisécurité pour vous? C'est pour vous. Et plus de flexibilité, donc de souplesse. Parce qu'une entreprise, évidemment, quand elle a... Non, on n'en a pas assez, surtout avec vos 35 heures qui ont tué notre économie. Alors, quand elle a plus de commandes, qu'elle puisse travailler plus si elle le souhaite, bon, dans un cadre qu'on fixe, et d'autre part, plus de sécurité sociale professionnelle. C'est ce qu'on a inventé avec Jean-Louis Borloo quand j'étais au ministère de la Cohésion sociale. Ça s'appelait les contrats de transition professionnelle. Qui font que quand oui, mais donc on peut aller plus loin là-dessus. Qui font que quand un salarié est licencié, il a 90% de son salaire net et on lui donne une formation qui lui permet de rebondir. On prend la période de chômage non pas comme un deuil, mais comme un rebond possible pour le salarié. Ça, c'est la vraie voie d'une sécurité sociale professionnelle. Et quelque part, ce qu'on a fait pour un certain nombre de bassins d'emploi, pas pour tout le monde, vous avez raison, on peut l'étendre. Et donc, ce serait la partie sécurité, mais la contrepartie, c'est la flexibilité pour que nos entreprises puissent produire plus. Jean-Luc Mélenchon répond. La flexibilité est d'ores et déjà à un niveau jamais vu dans la production en France. On a augmenté les volumes de... C'est une singularité mondiale, la France. Dans le domaine de la sauvagerie sociale, nous commençons à marcher en tête. On a augmenté le volume des heures supplémentaires disponibles à la disposition de l'employeur, parce que c'est jamais le salarié qui choisit de faire des heures supplémentaires, à plus de 220 heures par an. Hein. On a donné la possibilité d'étendre le nombre d'heures par semaine à faire à un travailleur. On a diminué le coût des premières heures. Frapper le pays. Là, on a diminué le coût des premières heures. Donc attendez que la croissance reprenne et vous allez voir que notre politique des heures supplémentaires va porter ses fruits. Alors, vous êtes très intelligent, moi je suis seulement un mec de gauche. Alors, allez-y. Jean-Luc Mélenchon s'exprime et puis ensuite je n'ai jamais mis en cause votre intelligence, monsieur Merci, Mélenchon. monsieur Daubresse. C'est un compliment qui me fait plaisir. Personne n'est idiot sur ce plateau. Jean-Luc Mélenchon. Eh bien, je réponds à l'idée de monsieur Daubresse. Je pense que la solution est d'abord, si on prenait les choses par le bon bout, est de relancer l'emploi. On met cette idée en commun. Mais comment on fait D'abord, là, il y a deux possibilités. Vous avez la solution classique, celle que défend monsieur Daubresse et la droite libérale, c'est il faut améliorer les conditions de l'offre. C'est-à-dire des produits qui coûtent très peu cher, qui sont d'aussi haut niveau que possible, faits par des ouvriers qui ferment leur bouche, font pas grève, travaillent comme des chevaux et se taisent comme des carpes. Voilà. Et puis il y a une autre politique qui est celle qui part de la demande. C'est-à-dire qu'on crée une demande solvable en stabilisant le statut des gens, en éradiquant le précariat, en permettant aux gens d'avoir des temps complets et non pas des temps partiels subis, un bon niveau de salaire, et on donne à l'État, par l'État, des objectifs de développement. Pour moi, ce serait, le cas échéant, la planification écologique. Ça marche si vous êtes... la transition de toute une série de secteurs économiques ça marche si vous êtes dans une France qui est un bocal, et s'il n'y a pas la mondialisation, monsieur. Mais monsieur parce que figurez-vous que nous ne sommes pas tout seuls sur une île. Mais merci de m'en informer. Et qu'il y a d'autres pays qui n'ont pas les mêmes conditions de travail que nous. Allez, dites-nous la liste habituelle. Il y en a plein. La Chine, l'Inde et les... Non, je ne vous parle pas de la Chine. Je vous ai dit au début, je ne vous parle pas de la Chine et de l'Inde. Moi, je veux que le modèle social français soit préservé. Donc il n'est pas question d'aller s'aligner sur la Chine et sur l'Inde. 80% mais si nous voulons pouvoir exister, avoir de la compétitivité, créer de la richesse et créer de l'emploi, il faut bien que nous soyons à peu près au même niveau que nos principaux voisins européens. Et notre le pays principal avec lequel nous avons des échanges, comme vous le savez, c'est l'Allemagne. Voilà. Donc je propose qu'on regarde un peu ce qui se fait du côté de l'Allemagne, qui a absorbé quand même le choc de la chute du mur de Berlin, le choc de la fusion des deux pays, ça a coûté un certain prix. Ça ne s'est pas fait par un nivellement par le bas, mais plutôt par le haut, excusez-moi. Pas du tout. Interrogez les Allemands de l'Est, ils vous le diront. Bon. Merci, j'en reviens. Et donc, quelque part, regardons ce qui se fait de ce côté-là. Eh bien, nous ne sommes pas compétitifs par rapport aux Allemands. C'est d'ailleurs pour ça que la balance commerciale française est en déficit, alors que celle de l'Allemagne est en positif. Alors que nous avons la même monnaie. Alors, Jean-Luc Mélenchon répond. Vous valez mieux que cet argument. Permettez-moi de vous le dire. Pourquoi ? Parce que la France n'est pas, comme vous avez l'air de le dire, comme ça, toute porte ouverte à l'égard d'un monde immense qui la submergerait. 80% de nos échanges se font à l'intérieur de la zone euro. C'est ce que je vous dis, donc restons compétitifs par rapport à l'Allemagne. Je finisse une phrase. Il finit. Donc,
Par conséquent, nous avons le pouvoir politique d'influencer la manière avec laquelle cette zone est organisée. Absolument. Que faisons-nous à l'intérieur de cette zone? Nous démantelons continuellement les protections sociales qui sont à l'origine de la politique de la demande que je voudrais construire. Deuxièmement, quand vous parlez des Allemands, Monsieur Daubresse, figurez-vous que vous dites alors, regardez, nous allons essayer, mais les Allemands ne produisent pas la même chose que nous. Par conséquent, nous ne sommes pas en compétition avec les Allemands du tout sur les mêmes secteurs de la production. Ça dépend. Nous avons donc à développer nos propres talents dans notre propre domaine. Mais oui, Monsieur Daubresse. Et maintenant, moi, je ne veux pas que la France... Il y a des secteurs entiers où nous sommes en concurrence. Écoutez, les Allemands ont complètement démantelé une partie du système social qu'ils avaient eux-mêmes construit. Et pour notre honte, ce sont les sociodémocrates qui l'ont fait avec la personne de Gerhard Schröder. C'est l'endroit où l'indemnisation du chômage... C'est pour ça que vous n'aimez pas beaucoup M. Strauss-Kahn. Je n'aime pas M. Schröder, je le dis de grand cœur. Et je ne suis pas, en effet, partisan des politiques d'austérité qui sont en train d'étouffer Il va nous rester 2 minutes 30, donc j'aimerais bien... il y a deux logiques économiques. Voilà, il y a deux logiques économiques, mais là, vous avez touché un point important. On a vu ce que ça donnait, la relance par l'Allemagne. Le fait que la France se trouve au sein de l'Europe. Donc, comment, en 1 minute, M. Daubresse et ensuite Jean-Luc Mélenchon, comment la France peut-elle faire bouger l'Europe? Marc-Philippe Daubresse. Écoutez, moi je suis profondément européen, tout le monde le sait, je suis un centriste. D'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon, il a dit qu'il avait voté Maastricht et qu'il regrettait aujourd'hui, j'ai bien compris. Hein? J'ai dit que Maastricht n'avait pas donné ce qu'on voulait. Hein, non, clair, oui, mais Maastricht, c'était quand même l'idée qu'on pouvait aller plus loin que cette belle construction européenne qui a quand même garanti la paix pendant longtemps. Non, c'est pas ça, mais bon, admettez. Et qu'on pouvait aller beaucoup plus loin en essayant justement de créer un modèle social européen qui ait la dimension suffisante pour être un modèle qui puisse tenir la route par rapport au reste du monde. Eh bien, donc, mais si ça existe, mais si ça existe, je parle d'un modèle social qui soit justement démantelé. De quoi parlez-vous? Non, c'est parce que vous restez au 19e siècle avec vos théories marxistes, mais moi je vous réponds que ce modèle doit comprendre une part de flexibilité pour que les entreprises puissent s'adapter à la réalité de leur carnet de commandes et du marché. C'est la mondialisation et une part de sécurité sociale professionnelle. Et là, nous pouvons faire beaucoup de choses. Alors voilà, allez, Jean-Luc Mélenchon, 40 secondes parce que vous avez mangé une partie de votre minute. Je pense que notre discussion ne permet pas d'arriver au point où on comprend bien ce qui nous distingue l'un de l'autre. Vous utilisez la caricature de l'économie marxiste, je ne sais pas de quoi vous parlez. Ce n'est pas ça dont je parle. Moi, je crois que la France est un grand pays. Aussi. Très puissant. Et qu'il a la possibilité d'infléchir le modèle européen dans la direction dans laquelle je voudrais qu'aille le monde. Sauf que pour l'instant, le chef de notre État, le président de la République, un modèle social et un modèle écologiste. Voilà. Le chef de notre République passe son temps à aller courir devant les mesures libérales en les appliquant dans son propre pays. C'est lui qui a parlé de régulation. Mais il parle beaucoup, mais il fait rien. C'est lui qui est en train de faire le G20. On va pas relancer c'est le lui débat. qui est en train de faire le G20 et qui est en pointe sur la régulation de l'économie. Monsieur Daubresse, c'est fini. Qui est la mise aux normes par la Commission européenne de tous les budgets nationaux. Et c'est vous qui osez venir me dire que grâce à M. Sarkozy, on va faire autre chose que parce qu'il faut qu'on moderne le déficit si on ne veut pas laisser les dettes à nos enfants. Voilà. Merci beaucoup. En tout cas, rien dire.